3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunant-Châtelet est avec nous, directrice de l'investissement responsable chez DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Arnaud Morel à nos côtés également, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Grégoire. Et Patrice Gautry nous accompagne, chef économiste de l'Union bancaire privée. Bonsoir Patrice. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, ravi de vous retrouver tous les trois. Alors j'ai fait une petite interro surprise là. L'élève marché est un peu trop agité. Il faut donc le recadrer. Il y a une petite interro. J'ai des petits QCM, mais avant ça, Patrice, quand même, ce que je disais en introduction, c'est vrai que la journée de mercredi où on a eu à la fois la mise en place des tarifs dits réciproques et moins de 14 heures après leur suspension pour 90 jours pour 75 pays, avec en parallèle de ça un renforcement des droits de douane sur la Chine. On a pu imaginer un instant que cette pause signifiait une réduction de l'intensité de la guerre commerciale, une forme de détente, sauf que tous les économistes ont refait un petit peu leurs calculs. Il y a encore des tarifs spécifiques sur l'automobile, l'acier, l'aluminium, plus maintenant, alors 145% de tarifs sur les produits chinois. Au final, c'est une intensification de la guerre commerciale qu'on a vue cette semaine. Oui, il y a effectivement une intensité qui reste malgré cet espoir lié aux négociations qui vont s'ouvrir et qui vont peut-être s'accélérer d'ailleurs sur les prochains jours. On va peut-être même pas attendre 90 jours, c'est trop long. Donc on va avoir des négociations. Donc il y a l'espoir d'un côté que effectivement on puisse résoudre en partie, et quand on prend en fait l'ensemble de la liste de pays, pour les pays les plus importants, on a peut-être l'espoir qu'on ne va pas avoir du 10 ou du 20, mais du 5 ou du 10, puisque même en fait le 10 minima est négociable, vu les dernières déclarations. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça accélère en fait le calendrier politique américain. C'est-à-dire qu'on était parti gentiment avec quelques hausses de tarifs, et puis un peu d'aluminium, un peu d'acier, encore un peu de pharma d'ailleurs, certainement à venir la semaine prochaine. Tout n'est pas encore là. Tout n'est pas encore là, effectivement. Et puis là, brutalement, le calendrier s'accélère. Et je dirais, le fond de la pensée politique de Trump est enfin révélé. C'est-à-dire qu'en fait, la guerre commerciale, à la limite, c'est simplement, je dirais, c'est un simple jouet. Mais le morceau important, c'est effectivement la guerre géostratégique et la guerre d'influence, cette fois-ci, qui est au-delà de l'économie, qui est géopolitique, qui est effectivement en termes de stratégie et de stratégie militaire face à la Chine. Le vrai sujet, c'est la Chine, c'est pas les tarifs à la limite. Ouais. Alors c'était les questions que je voulais vous poser. Donc vous y avez déjà en partie répondu, Patrice, mais Donald Trump affirme qu'il veut négocier des deals sur mesure avec 75 pays. Est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? Est-ce que ça ira très vite? Est-ce que ça n'arrivera pas, car ça n'a pas jamais été l'objectif? Vous dites si finalement cette partie-là peut aller assez vite quand même. Alors, je dirais Japon, Corée, Inde, ça va être fait très très vite. Ils ont un accès VIP. La porte est ouverte. Voilà. Et ils sont des pays stratégiques dans le côté défense, effectivement, pour l'Asie-Pacifique, pour les États-Unis. Donc ces pays-là, à mon avis, ne vont pas poser trop de problèmes. Ça va se résoudre assez rapidement. L'Union européenne est en train d'entrer dans une logique de négociation à pas compter. Mais on n'est pas dans l'escalade. Donc je pense et j'espère, je parierais qu'on ne sera pas dans les 20%, on sera plutôt aux alentours des 10%. On va négocier des quotas, etc. Ça va prendre un peu plus de temps. On va utiliser, je dirais, l'espace de calendrier qui est proposé par M. Trump. Ce ne sera pas aussi rapide que les autres. Puis la Chine... Mais il n'y a pas de négociation. Non. En fait, on ne va pas négocier sur les tarifs, puisque le sujet, ce n'est pas les tarifs. Non. Le sujet, c'est la lutte d'influence et les zones d'influence. Donc en fait, c'est un Yalta, c'est un congrès de Vienne qu'il faut discuter avec la Chine, c'est-à-dire quelle partie du monde M. Xi et M. Trump veulent se répartir. C'est ça le vrai sujet. Ça veut dire quand même que les 75 pays, là, dans les 90 jours, ou moins, ou plus, j'en sais rien, vont devoir se positionner par rapport à ça, Patrice? Alors après, il y a les petits pays. L'île avec les pingouins, ils vont peut-être pas négocier. Grosso modo, après... Les autos l'inquiètent beaucoup aussi, visiblement. Il en a fait un ennemi. Oui, il y a d'autres pays qui... Alors les pays d'importance, me semble-t-il, parce qu'en fait, on les a oubliés. Canada, Mexique, ça c'est tout proche. Et là aussi, il faut reprendre la négociation. Donc les autres pays, en fait, vont se mettre... Il y a deux possibilités. Soit ils se mettent dans l'ombre des grandes zones, c'est-à-dire le Japon, la zone euro, en adoptant des stratégies ou en baissant carrément leur
leurs tarifs à zéro, ou soit ils se mettent effectivement du côté de la Chine, et à ce moment-là, ils adoptent la même situation que la Chine. C'est pour ça que je parle d'un Yalta, et ça dépasse le cadre commercial. Alors dans ce contexte-là, Léa, une question sur l'Europe. Avec Trump, est-ce que l'Europe mène une bonne stratégie? Elle gagne en crédibilité, en attractivité? Est-ce qu'elle risque de se désunir à nouveau? Est-ce qu'elle devra compter avant tout et surtout sur une banque centrale européenne, toujours l'institution la plus réactive, beaucoup plus proactive pour accommoder une situation qui reste et qui restera très fragile? Est-ce que l'Europe est bien sûr sauvée puisque l'Allemagne paiera? Ah oui, alors ça, c'est vrai qu'on a eu ça juste avant qu'on a presque oublié depuis. Oui, non, mais là, ça reste quand même, c'est quand même un gros pavé dans la mare. Enfin, c'est quand même une brique qui vient consolider. Moi, j'ai le sentiment quand même que c'est une très bonne nouvelle pour l'Europe ce qui se passe, parce que ça a complètement réveillé et les institutions et effectivement les démarches globalement pays par pays, mais aussi au niveau européen. Et je pense que si on n'avait pas eu ce réveil collectif, Trump n'aurait pas été là, on n'aurait pas eu ce réveil collectif. Donc le risque de désunion pour vous, il a plutôt... Parce qu'il y a toujours ce risque de fragmentation permanent qui entoure l'Europe. On a commencé quand même avec le sujet ukrainien avant cette course aux barrières douanières, et on a vu l'Union européenne se mobiliser collectivement. Je pense que ça peut être le cas aussi pour les barrières douanières. Il y a un modulo quand même qui est un peu plus l'approche gérant qui nous inquiète, c'est certains pays ont des entreprises leaders qui sont vraiment des mastodontes chez eux. Je pense à ASML qui publie justement la semaine prochaine, Pauline m'y a fait penser à l'instant. Je pense à Novo Nordisk également. Là, on peut avoir deux gros acteurs qui font que la discussion unilatérale de Trump avec ces pays-là peut être beaucoup plus rude. Pour le reste, finalement, les importations américaines, c'est pas un sujet majeur. Donc je pense qu'en fin de compte, on a de quoi se défendre d'une certaine manière. Et puis les discussions avec le reste du monde, quelque part, se réouvrent aussi et apportent peut-être des solutions. Et on est tout aussi content de voir ces pays-là rentrer dans la danse. Et donc, il faudra que l'Union européenne discute avec la Chine. C'est pour revenir au sujet chinois. Il n'y a pas de tabou de ce point de vue-là. Non, mais elle aurait dû... Trump ne doit pas nous empêcher ou nous effrayer. Je pense même que c'est une bonne nouvelle que Trump nous impose de le faire, parce que rappelons-nous qu'on est tout aussi dépendant de la Chine sur bien des secteurs stratégiques en Europe. Donc c'est une bonne nouvelle qu'on parle avec eux. Ouais. Arnaud, alors les enjeux des 90 prochains jours, sur le plan micro peut-être, c'est intéressant. On démarre là, la saison de publication d'entreprises. Alors, bon, j'imagine que les chiffres du premier trimestre seront encore corrects, conformes à ce qu'on pouvait attendre, sauf accident ici et là, puisque le premier trimestre n'a pas été encore marqué au fer rouge par cette guerre tarifaire. Mais pour la suite, est-ce que les entreprises vont même pouvoir ne serait-ce qu'annoncer des perspectives, des guidance, comme on dit? C'est la grande question qu'on va avoir cette semaine, en tout cas avec SML et LVMH aussi qui publient. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne un petit peu. Ce qu'on voit déjà, c'est comment s'active le consensus, comment se positionne le consensus. Des grosses révisions quand même d'IPS. En Europe, on vient quand même de passer de 8% en début d'année à pratiquement 4%. On a eu des révisions qui ont été divisées par 2. C'est un mouvement qui a été fait sur les 15 derniers jours en termes d'anticipation qu'on avait rarement vu. On l'a vu à période Covid, on l'a vu au mouvement 2022. Donc ça, c'est quand même un choc énorme aujourd'hui sur la croissance qui est anticipée. Maintenant, est-ce que les sociétés vont pouvoir guider? Est-ce qu'elles ne vont pas aussi en profiter pour aujourd'hui dire, au vu de la visibilité et de la conjoncture économique, est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui de rabaisser les guidance, de aussi dire que les bénéfices ne seront pas atteints? C'est toutes les problématiques et les enjeux. Dans ces périodes-là, on le sait bien, dans les périodes de tumulte, de tension, les entreprises ont toujours tendance à revoir un petit peu à la copie pour mieux surprendre, mieux s'adapter aussi en termes de cahier des charges annuels. Et ça, c'est les points qui vont être à suivre. On l'a vu, on a eu 2 boîtes qui ont publié ce matin. Le chocolatier suisse Paris Calbo, et qui a fait exactement ça, qui a dit aujourd'hui mes guidance, je les delete. Donc c'est le sujet. On a également dans le recrutement en Angleterre ce matin. Page. Exactement, merci. Et, c'est vous qui me l'avez dit, Arnaud. Je les loupe à force de les répéter toute la journée. Et donc ça, c'est les points à retenir et à voir. C'est vraiment des révisions qui sont importantes. Moi, la crainte que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on ait la seconde patte baissière sur les annonces et sur les révisions bénéficiaires des sociétés. Cette patte supplémentaire qui manque sur les marchés
pour avoir, on va dire, un point d'entrée qui nous semble intéressant. Et quand on regarde historiquement comment ça se passe sur les périodes où on a un sell-off, la capitulation qui vient après, c'est un peu le grand sujet, le grand débat aujourd'hui sur les gestions, et surtout au vu de ce qui se passe sur les mouvements obligataires et la vente des actifs, hormis l'or, qui ne bouge pas, mais c'est quand même un point important. Parce que vous dites effectivement, quand on regarde la valorisation à travers le PE, le prix sur bénéfice, les prix ont beaucoup baissé, mais vous dites que le dénominateur, les earnings, commence juste à se réajuster. Peut-être qu'on est plus cher que ce qu'on imagine aujourd'hui quand on regarde le PE à l'instant T. Le pricing aujourd'hui de la croissance des années, peut-être n'est pas, et clairement n'est pas encore, en tout cas au vu du contexte actuel et de tout ce qui a été annoncé et de tout ce qui est prévu, n'est aujourd'hui pas acté dans les prévisions. C'est le risque, clairement, sur les marchés. Vraiment, on le voit sur le rating. Nous étions en début d'année à 13 fois, on est toujours à 13 fois sur le stock 600. On a des ratings d'un PER de 2 sur la partie américaine. Enfin voilà, il y a les EV/Sell, il y a tout aujourd'hui pour dire qu'il y a quand même un risque. Donc on espère qu'on aura un peu plus de visibilité, j'espère qu'on aura des avancées sur les négociations, mais clairement, je ne vois pas comment les sociétés, en tout cas industrielles, exposées aux États-Unis, peuvent avoir un message positif. Et, on a vu Delta Airlines, Walmart abandonner tout ou partie de leur guidance. Exactement, et les messages de Nike, de FedEx. Bon, même si FedEx est habitué de ça, mais voilà, c'est quand même des messages d'attention. On parle de croissance de bénéfices, on parle de réduction de la croissance de bénéfices, on ne parle pas de la contraction des bénéfices. Donc ça reste une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'à un moment, ce marché, il se fait peur. Il a raison d'avoir peur, et effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous. On peut même, allez, soyons fous, entre 0 et 3. Si on veut être hyper prudent, entre 0 et 3, ce serait quasiment de la récession. Mais on n'est pas encore en récession, ce qui fait qu'entre 0 et 3, quand le marché commencera à pricer du 0,3, il faudra rentrer dans le marché. Exactement. Tiens, la question de la récession, parce qu'on a vu beaucoup de calls récession arriver. Alors, pendant ces 14 heures, encore une fois, où les tarifs réciproques étaient en place. Et puis c'est vrai qu'avec la pause, on s'est demandé s'il fallait revoir notre copie. Encore une fois, je rappelle, Patrice, les États-Unis restent le pays industriel, mais il n'y a même pas photo. C'est-à-dire que c'est 10 fois plus que les tarifs qui prévalaient auparavant, et c'est peut-être entre 20 et 25 pour les droits de douane moyens pondérés aux États-Unis en fonction des secteurs et des importations. C'est historique, c'est majeur. Est-ce que, pour autant, le risque de récession a disparu ? Alors, si je repars du micro, je pense qu'on a déjà eu les indications. Là, je vous tends une perche, en quelque sorte, avec les compagnies aériennes. On a l'impression qu'elles sont déjà entrées dans une logique de récession. Ce ne sera certainement pas le cas. Alors, le secteur de la distribution, moi, j'ai un peu de crainte parce que c'est un secteur qui ne va pas pouvoir passer les hausses de prix de tarifs. Il sera obligé, effectivement, soit de licencier ou soit, effectivement, de répercuter sur... C'est pas vraiment ce qu'a dit Walmart, justement, et c'est là où je voulais intervenir. Et je pense que ça va être toute la difficulté côté micro, c'est d'analyser effectivement le comportement des entreprises. Sur la partie earnings, clairement, ce sont les États-Unis les plus à risque. Il n'y a pas de débat là-dessus, puisqu'ils vont avoir une contraction de leur marge, d'autant plus que Trump, leur propre président, leur fait planer l'interdiction de toucher au pouvoir d'achat des Américains. Donc, il n'y a pas d'autre solution que les marges dans ces situations. Et puis, quand on les écoute, il y en a comme Walmart qui dit pas de problème. Moi, je n'augmenterai pas les prix. Par contre, c'est les fournisseurs. C'est chez eux que je vais aller chercher finalement cette partie de marge que je ne veux pas rogner chez moi. Il y a d'autres acteurs. Toyota a annoncé de son côté que de toute façon, eux, ils absorberaient intégralement sur leur marge la hausse finalement des tarifs. Exactement. Et puis vous avez Apple qui a dit allons. Alors ça, c'est le consommateur qui va l'absorber, mais pas le consommateur américain. Les autres. Le reste du monde qui paiera. Dans tout cet environnement-là, je rejoins effectivement ce qu'a dit Arnaud, c'est évident que les entreprises vont en Europe choisir je n'ai pas de visibilité. C'est vrai que je retrouve vraiment la période Covid de ce point de vue-là, et on va avoir un sujet. En revanche, elles seront, à mon sens, pour un certain nombre d'entre elles, impactées beaucoup moins que les États-Unis sur leurs earnings, mais il y aura une instabilité plutôt sur la partie chiffre d'affaires, qui va venir bien sûr des tarifs douaniers, mais aussi des devises. Beaucoup d'entreprises qui ne sont pas forcément impactées par les tarifs douaniers vont l'être à travers leurs expositions dans différents pays sur la devise. D'autant ça, c'est que difficile. Ce qui est particulier, c'est que alors que les termes de l'échange sont choqués par Trump, on devrait avoir théoriquement plutôt une appréciation du dollar pour compenser justement l'élévation des barrières douanières sur le marché américain. Et on en reparlera sans doute après. Vu qu'il y a un peu de confiance abîmée, c'est plutôt une chute du dollar contre l'ensemble des devises aujourd'hui. Ouais. Donc c'est pas un mouvement qui va aider les exportateurs aujourd'hui. Absolument. Alors que
au début de l'année, avec les perspectives de guerre commerciale, on avait plutôt une baisse de l'euro. Et on disait, très bien, le change absorbe une partie des tarifs que Donald Trump mettra sur l'Europe. Tout à fait. Là, ça s'est renversé. Exactement. Ça veut dire qu'on a deux paramètres qu'on ne peut pas vraiment anticiper. Donc moi, je comprends la position des entreprises et je comprends aussi le mouvement large qui a été fait sur le marché américain depuis le début de l'année, parce qu'effectivement, les niveaux de valorisation en face de la croissance bénéficiaire attendue, vu le contexte, étaient absolument incohérents. Et ça, le marché américain l'avait déjà corrigé en partie. Bon. Patrice. On était parti effectivement sur une croissance à 3%, fin de l'année dernière, croissance 3%, inflation 3%. Bon là, on se dit inflation 4-5%, croissance 0, juste pour éviter la récession. Donc un beau gros choc stagflationniste, c'est ça Oui, c'est un choc stagflationniste. On va voir assez vite ou pas encore... Je reviens à ma période de 90 jours. Qu'est-ce qu'on va voir se développer sur le plan macro dans les 3 prochains mois? Dans un premier temps, ça va être effectivement, je pense, l'inflation, puisque les entreprises ont accumulé des stocks. Elles ont même commencé à augmenter leurs prix en disant on prévoit un peu les marges pour celles qui le peuvent, du moins. Donc on va avoir une dérive. Là, on était dans une séquence, on a eu les indicateurs de prix à la consommation et de prix à la production. Le premier trimestre était bon en termes de baisse de prix de l'énergie et aussi en comparaison sur un an. Ça, c'était l'effet premier trimestre. L'effet deuxième trimestre, il va être moins bon en mesuré sur un an. Et l'effet troisième trimestre, il va être assez détestable parce que là, on va certainement ne plus avoir des effets de comparaison favorables et commencer à avoir les premières hausses de prix. Donc le pic, ça va être Q3, Q4 et encore en première partie d'année 2026. Et contrairement à ce que certains pensaient, il y a encore un an, quand on parlait, ou 6 mois, quand on parlait du programme électoral, en disant les tarifs, c'est simplement une hausse mécanique et puis après ça baisse. Non, c'est une hausse, certes mécanique, mais qui nous jette en fait le problème dans tous les systèmes de hausse de prix, puisqu'on change tous les prix relatifs et vous avez les effets de second tour. Et ça va se diffuser au service ? Ça va se diffuser au service, oui. D'autant que la guerre commerciale, peut-être demain, se jouera aussi sur le terrain des services et après-demain, peut-être sur le terrain des flux de capitaux. Alors, avec la Chine, on n'en parle pas. L'Europe, de toute façon, elle le met en avant et ça va être l'axe de négociation. C'est peut-être ça qui va permettre d'avoir qu'un 10% au lieu des 20%. Ouais. Dans les annonces qu'on attend des entreprises, je ne sais pas, parce que ça fait partie du plan de Trump. L'idée quand même de rapatrier des capitaux encore plus, de réindustrialiser, etc. Et c'est vrai qu'on a vu dans les premiers jours de son mandat des entreprises arriver avec beaucoup de plans de capex à offrir à Donald Trump. Alors du vrai nouveau argent ou de l'argent qui était déjà sur la table, tout ça est un peu mélangé. Mais il y avait en tout cas des beaux projets de capex. On a vu des belles images de patrons dans le bureau ovale venir annoncer fièrement qu'on avait dépensé tant de dizaines de milliards de dollars aux États-Unis. À l'occasion de cette séquence de publication, on va continuer de voir des entreprises qui annoncent leur volonté de déployer, d'accélérer, de renouveler des plans de capex aux États-Unis. Il y a eu une première démarche d'entreprises qui ont véritablement un ancrage en termes de clients aux États-Unis et qui ne peuvent absolument pas se couper de ces business-là et donc qui ont besoin d'aller investir produire local quand on a un marché, ça a toujours été une fonction et une règle. C'est ça. Et donc ça va et ça joue dans le sens de Trump qui était cette relocalisation massive, c'est ce changement de modèle d'affaires qu'il souhaite et donc les entreprises qui ont fait ce pas-là vont continuer de le faire. Moi, je vois plutôt un excès de confiance au niveau américain, plus que les entreprises étrangères qui sont allées aux États-Unis qui ont annoncé ces plans, et c'est que les grosses, parce que là on écarte toutes les petites et moyennes entreprises qui ne sont pas du tout dans la même logique. On oublie aussi qu'un bon nombre d'entreprises, en fait, et ça c'est la surréaction des marchés qui nous le fait oublier, avaient déjà des capacités de production locales. Et en réalité, quand on match leurs activités en termes de chiffre d'affaires et finalement le sourcing local, il est assez proche. La véritable problématique, c'est pas ça, c'est la chaîne de valeur, c'est les fournisseurs. Quand vous avez effectivement un acteur comme Plastic Omnium qui est implanté... OP Mobility. Merci, parce qu'ils ont changé. Moi, je suis restée dans... oui, je sais, moi aussi, mais bon... OP Mobility, que j'aime beaucoup en plus et qu'on soutient, parce que la période est difficile pour l'automobile, donc équipementier automobile qui équipe Tesla, qui a ses usines à côté de Tesla, donc il n'y a pas de sujet. Le problème, c'est d'où vient la matière première. Et on ne va pas déplacer la production de matière première sur le sol américain. Donc ça va être compliqué d'anticiper tout ça. En revanche, ce qui est sûr, c'est que sur le sol américain, je pense que les entreprises qui avaient cru en l'approche pro-business de Donald Trump, là, commencent à rétro-pédaler. C'est plutôt aux États-Unis, moi, que je vois des retournements sur les plans de CAPEX. Et on a commencé à le voir dans l'intelligence artificielle, pas que pour DeepSeek, pour plein d'autres raisons, je pense.
Arnaud, il y a des secteurs, des typologies d'entreprises qui peuvent, alors je ne vais pas dire profiter de ce moment, mais qui peuvent naviguer, y compris dans un moment d'incertitude maximale, d'élévation des droits de douane. Dans les secteurs à privilégier, en tout cas, c'est les secteurs défensifs qui n'ont pas participé au rebond. On voit les utilities quand même qui sont aujourd'hui, on va dire, des côtés. Donc c'est un secteur qui semble intéressant. Le secteur telco, pas ceux qui sont trop exposés à la partie américaine comme Deutsche Telekom, clairement. Voilà, il y a des secteurs à les regarder. Après, ceux qui vont profiter. Ceux-là, ils ne sont pas concernés du tout par la guerre tarifaire. Enfin, peut-être sur des approvisionnements lambda ici et là, mais... Et ce que disait Léa tout à l'heure sur les chaînes d'approvisionnement qui vont quand même être touchées aux États-Unis, puisqu'ils importent quand même énormément, notamment sur le métaux rare, sur tout ce qui est ressources, pièces technologiques. On parle souvent d'Apple, mais pas que. Ça va forcément couper, en tout cas, sur les capex qui vont être anticipés sur la fin de l'année. On était pratiquement à 290 milliards sur les capex, un des 7 magnifiques dans le secteur. On voit que Microsoft a déjà reculé de 40 milliards. On voit le message envoyé aussi il y a une dizaine de jours par Accenture, qui met quand même le feu sur la partie technologique, qui met cette deuxième patte de pression, c'est la valeur technologique il y a 10 jours. Donc ça, c'est quand même des points à surveiller. Donc aujourd'hui, il n'y a quand même pas un alignement des planètes pour revoir les capex à la hausse, ça c'est sûr. Il y a un élément pour réenchanter le cycle américain. Il y avait une promesse qui pour l'instant est un peu disparue, c'est la baisse des impôts. Oui. C'est-à-dire si vous voulez que les entreprises viennent investir aux États-Unis, eh bien il faut non pas le promettre mais le mettre sur la table, la fameuse baisse des impôts à 15%. Et pour l'instant, le Trésor n'en parle plus, le Congrès est en train de plancher dessus, mais j'ai bien écouté Rose Garden partie dans la fameuse conférence. Le discours de la Rose. Grosso modo, on parle effectivement de lever les impôts sur les pourboires, mais par contre, j'ai pas entendu de baisse d'impôts promise aux entreprises. Si on veut redonner effectivement un moteur à l'investissement en faveur et réenchanter l'exception américaine, eh bien, il faut parler de baisse des impôts. Bon. Mais cette séquence, elle est quand même toujours là à l'agenda. Alors, j'ai l'impression qu'elle est un peu dans la trappe et que grosso modo, ils n'ont pas les sous. Ouais. Ils n'ont pas les sous. Et le marché ne fera pas crédit dire, sur un niveau de déficit supplémentaire que ce qu'il y a aujourd'hui. Et la façon de restaurer les bénéfices par action, eh bien, effectivement, c'est d'avoir une petite aide du côté de la fiscalité. Mais pour l'instant, on voit bien que dans les discussions qui ont cours en ce moment du côté du Congrès, on parle de 5 trillions, mais dans les 5 trillions, c'est 4,5 qui sont déjà le renouvellement des aides passées, mais qui ne sont pas une baisse supplémentaire. Non. Et dans le programme de Trump, la new money, c'est-à-dire en fait l'apport d'argent frais, il vient uniquement en fait de ces baisses d'impôts. Et pour l'instant, même des tarifs à 15% en moyenne, donc on n'est pas au maximum du réciproque, et bien même des tarifs à 15%, ça génère pas les revenus suffisants. Donc Trump, il n'a pas les sous. Bon. Je rappelle, Trump 1, dans la séquence, alors l'économie était différente, etc. Mais il avait commencé par les baisses d'impôts, la dérégulation, avant d'attaquer la guerre commerciale à partir de 2018. Donc une inversion même de la séquence totale aujourd'hui, qui met le doute d'ailleurs sur la possibilité de faire la suite de la séquence partant de la guerre commerciale. Léa ? Non, mais en fait, je suis assez interloquée du discours que l'on a aujourd'hui par la violence effectivement du retournement. C'est ce que vous disiez à l'instant. Rappelez-vous, il y a 6 mois à peine, les États-Unis, c'était quand même le marché à avoir, le marché sur lequel investir, le seul pays qui se sortait de toutes ces séquences de pour crise. Pour plein de bonnes raisons. Il y avait une économie exceptionnelle. Absolument. Et là, de les voir à ce point-là s'embourber en fait dans une politique assez peu compréhensible finalement par tout le monde et voir progressivement un peu tous les alliés aussi de ce président partir les uns après les autres est assez inquiétant en fait. Et tout ça est à la faveur de l'Europe. Ça se traduit aussi par les flux, ça s'est traduit par les performances en début d'année. Moi, je trouve que c'est une super nouvelle. Enfin, on a un marché européen qui se réveille. Je trouve c'est important de le dire. Ça fait tellement d'années qu'on n'a pas réussi à voir ça. Il va falloir être très attentif sur la manière dont l'Europe réagira pour rester un peu immune de tout ça, en fait. Donc, il y a une histoire de long terme positive, potentiel ou hypothétique aux États-Unis. C'est quand même ça que vend Trump aujourd'hui. No pain, no gain. Vous verrez, période de transition, ça va être un peu douloureux, mais pour un golden age que vous n'avez jamais même imaginé. Mais cette histoire de long-term gain story,
elle est aussi valable pour l'Europe. Oui, et en plus... Et elle est peut-être moins hypothétique. Et elle est moins hypothétique, parce que je crois que la vision qui est de dire on change le modèle d'affaires et on arrête d'être dépendant, il faut relocaliser, c'est une vision logique. Les ressources se feront rares à tout point de vue, ça n'est pas un problème de penser de cette manière-là. Lui, il le fait de manière brutale, du coup ça a réveillé les autres pays, notamment l'Europe, et nous on va le faire peut-être un peu plus intelligemment pour une fois. Bon. Arnaud, alors je reprends mon petit QCM là. Depuis le 20 janvier, Donald Trump a généré beaucoup d'incertitudes. Les modèles économiques montrent un niveau d'incertitude maximale qui n'a pas baissé cette semaine, qui a peut-être même encore augmenté, et a généré aussi une perte de confiance importante vis-à-vis des investisseurs globaux. Le marché va finir par oublier, le marché a une mémoire de poisson rouge, et puis après tout, ce sont les États-Unis, c'est eux qui ont les porte-avions à la fin de la journée. C'est très inquiétant pour la suite. La défiance vis-à-vis des actifs américains peut devenir une défiance structurelle. Les électeurs de Trump, y compris la base MAGA, vont à un moment être déçus, passablement déçus de la politique économique conduite par Donald Trump. C'est quoi votre état d'esprit d'investisseur par rapport à cette perte de confiance ? J'ai commencé ma carrière en 2006. Ouais. Et donc j'ai vu les banques américaines faillir. Et est-ce que ça a changé ma confiance envers le secteur bancaire ? Oui. Est-ce que ça a changé ma confiance envers l'économie américaine et d'investir aux États-Unis ? Non. Voilà comment je pourrais orienter ma réponse sur ce point-là. Donc je ne pense pas, je pense que c'est court-termiste. Si M. Xi Jinping continue à montrer les muscles, il peut quand même aussi faire vaciller M. Trump. Les élections de mi-mandat, 1 an et demi. M. Xi Jinping, en fait, il n'y a pas peut-être grand-chose à perdre. Enfin, faire une coalition avec les Européens. Après, les Européens, ils sont pris en tenaille avec les États-Unis parce qu'ils ont besoin des services américains. Mais la Chine, ils exportent aujourd'hui 15%. C'est aux États-Unis. Le reste, ça inonde le monde. Donc aujourd'hui, c'est peut-être les États-Unis qui ont le plus à perdre. S'il va au bout, et j'espère pas en tout cas pour nous tous, il peut faire chuter M. Trump. Donc ça peut être quelque chose qui peut aller assez vite en termes de timing et un retour de confiance. Je pense que c'est plus la défiance de M. Trump que la perte de confiance envers les États-Unis. Ouais. Sur ce que les Japonais, j'ai appris ça grâce aux réseaux sociaux. Il y a quand même encore beaucoup de choses très intéressantes sur les réseaux sociaux. Dans le milieu des années 90, donc c'était le Japon qui était ultra dominateur. Je crois que le marché japonais a dû peser jusqu'à 40% des indices mondiaux à un moment. C'était la belle époque du Walkman. Il y avait des séances où le yen baissait, les obligations d'État baissaient, et le Nikkei baissait. Et donc, en japonais, on appelait ça le triple Yazoo, c'est-à-dire le signe du déclin du Japon vis-à-vis du reste du monde. C'est exactement ce qu'on observe sur les actifs américains, quasiment depuis le 2 avril dernier, et encore plus depuis le début de la semaine, dans des proportions qu'on n'avait jamais vues. Et je parle de la dette à 30 ans américaine, qui est peut-être la partie qui a la plus souffert sur la courbe américaine au cours de cette semaine. Et une chute du dollar, c'est 5% de baisse depuis le 2 avril, le dollar face à l'ensemble des grandes devises du monde, Patrice. Alors, je ne pense pas que les États-Unis rentrent dans une décennie perdue à la méthode japonaise, c'est-à-dire qu'après c'est la déflation et on oublie en fait le Japon était le dernier wagon de l'OCDE et même des fois on l'avait perdu dans des gares en pleine campagne. Donc je ne pense pas que là on soit dans les États-Unis, on rentre dans cela. Par contre, vous avez une rupture de régime, c'est-à-dire la globalisation elle est terminée. On est en déglobalisation. Déglobalisation, ça veut dire que effectivement votre dollar n'est plus la devise internationale qu'il faut avoir. On peut en avoir d'autres. Et c'est ce que les banques émergentes sont en train de faire. Elles achètent même de l'or, ce qui n'est pas courant, ce qui fait effectivement que les cours de l'or ont monté et que grosso modo on le voit bien, alors c'est le yen qui monte, c'est le franc suisse qui monte, c'est l'euro qui se réapprécie. Donc en fait, grosso modo, au niveau du système mondial international, on est en train de pivoter. Le dollar reste majoritaire, on est en train de pivoter. Mais les autres devises ne sont pas des devises de réserve. Il faudra avoir des déficits courants pour être capable de gérer, d'assumer en fait. Et effectivement, ça a été tout un débat. Donc après, vous avez aussi sur la globalisation. L'affaire de lance de la globalisation a servi éminemment les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'ils échappaient au vieillissement de leur population et ils trouvaient en fait de nouveaux marchés qui étaient rendus accessibles parce que la main-d'œuvre locale était pas chère et donc en fait on satisfaisait la demande globale et on diminuait les coûts pour les actionnaires américains. Donc les États-Unis ont été les bénéficiaires en définitive, plus la création de ces fameuses sociétés transnationales qui ont aujourd'hui un pouvoir supérieur à l'État. C'est toute cette chaîne-là qui est remise en cause. Donc
peut-être pas de décennies perdues, mais grosso modo, il va falloir raisonner autrement. Les champions de la globalisation ne seront pas les champions de la déglobalisation. Ils ne pourront pas assumer. On va revenir avec des blocs régionaux, des chaînes de valeur, vous en parliez tout à l'heure, qui sont, on le voit bien avec l'automobile et puis d'autres secteurs internationaux. Et bien maintenant, on va raisonner avec des choses qui sont au moins régionales. Je vois très bien la big picture que vous décrivez à terme, Patrice. Dans l'intervalle, quand on a eu des séances comme celle de mardi, mercredi sur les marchés obligataires, on se pose la question de savoir si à un moment la Fed ne doit pas rentrer dans le jeu pour calmer un peu la situation, au moins temporairement pour un temps défini. Alors, est-ce qu'on est déjà à ce niveau de dysfonctionnement, Patrice, ou est-ce qu'il y a encore un peu de marge ? La Fed ne peut pas calmer Trump. Ça, malheureusement, c'est pas dans son pouvoir. Sauf à, je sais pas, essayer de faire des cocktails ou des choses comme ça, le distraire. Mais grosso modo, la Fed peut pas grand-chose. Aujourd'hui, elle est coincée, puisque l'inflation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle va un peu arriver, et que grosso modo, la dégradation de l'activité n'est pas suffisante pour inverser encore la politique monétaire. Donc pour l'instant, la Fed est coincée, à la différence de la BCE, de la Banque d'Angleterre, de la Banque du Japon et de la PBOC. La Fed est coincée dans cet attentisme. Néanmoins, cet attentisme, pour l'instant, quand il va déboucher, et je pense que ça va être l'été prochain, il va déboucher sur une balance qui se dégrade du côté de la croissance et surtout du côté de l'emploi. Donc la remontée du taux de chômage, 4,5%, ça va, et ça, je pense qu'on va y arriver assez vite, avec ce qu'on disait sur le côté microéconomique. Donc ça va être une alerte qui va permettre de déclencher des baisses de taux. Le marché monétaire attend quasiment 100 points de base de baisse de taux. 4, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Il y en aura peut-être 2, ce sera déjà pas mal. C'est ce qu'on attendait en fin d'année. Donc l'idée n'est pas de voir la Fed aller en territoire accommodant, là. Alors la Fed y va, mais contrainte et forcée. Elle pourrait y aller en cas de crise financière. Ce qu'on a vu effectivement avec l'adjudication qui se passait très très mal sur le 3 ans et qui menaçait les adjudications du 10 ans et du 30 ans, c'est quelque chose, des événements exceptionnels, l'Istros ou la crise des comment s'appelle LDI britannique, non ou alors la crise de l'Istros, LTCM et les crises du comment s'appelle du Commercial Residential Exit d'il y a 2023. C'est-à-dire qu'on fait une pause dans la politique monétaire, on injecte de la liquidité parce que là, il y a une crise sur la stabilité financière. C'est plus de la politique monétaire, c'est on évite la crise. C'était le sens de ma question. Est-ce qu'on est à un niveau de stress ou de dysfonctionnement des marchés financiers qui peuvent légitimer une action de la Fed temporaire et définie? a suffisamment agité la sonnette d'alarme qui a amené le 90 jours, donc la pause de 90 jours, pour éviter ça. Donc le coupe-circuit, c'était ça quand même. Le coupe-circuit, ça a été ça. Bon. Le point de peine, comme on dit, en fait, c'est pas le Nasdaq, c'est pas tant le dollar, ça a été les adjudications et les menaces de fragmentation en fait, du marché obligataire. Bon. La confiance du système, du marché dans les actifs américains sous Trump? Je pense que pour parler très simplement à ceux qui nous écoutent, la progression de l'or est un témoignage très clair de la confiance, c'est-à-dire la non-confiance de ce qui est en train de se passer sur le marché américain. Je crois effectivement que qui a été dit là, je le partage complètement, le dollar n'aura plus ce statut, en tout cas à moyen terme, c'est assez clair. La confiance ensuite dans le système américain et la capacité qu'il va avoir justement à maintenir son niveau d'endettement et finalement à l'assumer dans ces conditions-là, je crois que c'est ce qui effraie les marchés. Et c'est effectivement, malgré ce coupe-circuit, la raison pour laquelle le marché obligataire pour l'instant n'y réagit pas beaucoup, en tout cas pas suffisamment. Le poids de la Fed là-dedans, j'avoue honnêtement que j'ai du mal à l'envisager. Il ne va intervenir que sur des sujets purement effectivement macroéconomiques. Il ne va pas aller sauver la politique Trump. Non, mais bon, la stabilité financière, enfin, il n'y a pas de stabilité des prix et il n'y a pas d'emploi maximum si vous n'avez pas quand même le prérequis de la stabilité financière. À un moment, ça peut quand même pousser la Fed à intervenir. Mais bon, j'entends qu'on n'en est pas là, effectivement. Sur la partie investissement, il nous reste quelques minutes. Léa, qu'est-ce qui a été décidé là, chez vous, chez DNCA et à quoi on réfléchit en termes de mouvement ou d'allocation ou spécifique dans le court terme là? Oui, alors profitons de ce souffle sur le marché européen des actions. Moi, je parle vraiment des actions là pour y retourner parce que je pense que c'est l'occasion. Pour ceux qui avaient raté le premier wagon, il y aura
peut-être une deuxième étape, effectivement, je suis d'accord, parce qu'il y a encore les éléments de publication qui vont peut-être chahuter un peu les marchés, mais c'est l'occasion. Les entreprises européennes sont saines, elles n'étaient pas chères, elles le sont d'autant moins aujourd'hui. La baisse des actions, là, européennes, j'entends, oui, européenne, absolument. Pas de problème pour la mettre à profit. Absolument. Et dans les secteurs, il y a plein de secteurs immunes des barrières douanières qui peuvent passer les cycles. Je pense à l'immobilier, on retourne un petit peu sur l'immobilier. Je pense également aux banques et aux assurances qui, elles, vont bénéficier de cette tendance sur les taux, sur cette robustesse qu'elles ont constituée là, depuis un certain nombre d'années, qui se révèle depuis déjà 3 ans maintenant. Ça va continuer, elles ont baissé, il faut y aller, sauf crise systémique majeure du système financier, mais j'y crois pas moi à court terme. Je pense qu'il faut conserver les défensives, la santé, les utilities, c'est pareil, c'est domestique. Vous achetez des entreprises qui sont en Europe, qui sont pas très finalement impactées. Qu'est-ce qu'il faut pas faire malheureusement, c'est les automobiles. Là, l'automobile, il n'y a pas de visibilité, c'est dramatique pour ce secteur et ça fait déjà des années maintenant et donc on peut toujours pas y aller. Je pense que les gros industriels, il y a des belles idées à aller chercher aussi qui ont souffert. Et la tech, patientons encore un peu parce que ça va être mouvementé malheureusement du fait de ces barrières douanières. Ouais. Voilà. Arnaud, même question sur la partie investissement. Alors l'Europe, ok, mais la question c'est aussi comment on traite le marché américain désormais. Est-ce que ça a toujours le même poids dans une allocation ? Est-ce que là quand même il y a un appel de valorisation qui peut devenir intéressant ? On a beaucoup parlé des Mag 7 qui se sont transformés en Bear 7. Est-ce que pour un investisseur de long terme, est-ce que en occultant un peu le bruit du moment, est-ce qu'on se dit pas que c'est des points d'entrée qui peuvent être intéressants ? Alors, je vais répondre à plusieurs questions, à vos questions. Pour les clients qui arrivent, clairement aujourd'hui, ce qu'on fait en gestion privée, c'est d'investir déjà les clients. Ils étaient prêts à investir 15% plus haut. On fait donc du pic au creux 20% de correction malgré le rebond qu'on a eu des derniers jours. Donc on les investit, pas massivement, mais on investit une grande partie, ce qui est logique aujourd'hui pour les raisons que je l'ai dit, de profiter du temps long et de la performance du temps long sur les marchés actions. Déjà point 1. Sur la partie allocation américaine, je ne vais pas dire comme tous les gérants qui l'ont dit, mais j'étais sur le plateau, donc moi, il y a des vidéos pour témoins. Mais on avait réduit les allocations sur la partie américaine en début d'année. On avait réduit les allocations US, on a mis des qual weight, on avait hedgé des positions. Donc je ne dis pas qu'on a tout qui est parfait, mais on a au moins un tiers des positions des allocations américaines qui supportent pas trop mal le choc. Et quand on regarde en relatif, on fait moins 10 aux US, on fait moins 4 en Europe. Enfin, le spread, il s'est fortement compressé quand même. Donc ça, c'est le point important. Ce qu'on fait, on re-regarde, parce que les spreads et les CDS, comme sont bien repartis, notamment sur le crossover, de retourner un peu sur le marché obligataire. Doucement, deuxième, on profite aussi de revenir sur une zone de stress où on avait des spreads qui étaient très écartés, on n'emmenait que le rendement. Donc ça nous intéresse. On ne regarde pas l'allocation action aujourd'hui dans nos portefeuilles et dans nos stratégies, dans notre comité mensuel. Mais ça, en tout cas, tout nouveau client est intégré au sein des positions et on en profite pleinement pour les investir sur ces niveaux. Bon, petite parenthèse sur l'Europe aussi, parce que ça m'est venu quand vous en parliez, Léa. Alors qu'on a eu une correction des treasuries américains jusqu'aux 30 ans tout au long de la semaine, le marché européen de la dette souveraine n'a pas bougé. Et le Bund, clairement pas. D'une stabilité incroyable. Et en relatif, je crois que sur une semaine, on n'a jamais vu une dégradation aussi forte du marché des treasuries américains par rapport au marché allemand, en l'occurrence de la dette, qui confirme son statut d'actif sans risque. 45 points de base de différence. 45 points de base de différence sur la semaine. Sur la semaine, c'est ça. Et le spread qui est remonté quasiment à plus de 150, je ne sais pas combien on est sur le spread entre le 10 ans américain et le... Oui, il y a des petits spreads pays aussi qui grattent un peu quand même. Ça bouge dans le... Alors, ça gratte un peu. Mais j'espère que ça ne va pas... C'est juste... D'accord. Il y a eu un peu d'écartement chez nous quand même au cours de cette séquence. Il y a un petit peu d'écartement parce qu'effectivement, on revient avec les problèmes budgétaires européens, malheureusement, ils sont toujours là. Philosophie d'investissement un peu globale là, dans cette période. Juste 2 mots, c'est la diversification, la protection. C'est ce que vous avez dit, je reprendrai là-dessus. On a des portefeuilles qui sont diversifiés le plus possible. On ne va pas aimer les obligations gouvernementales à partie très très longue, donc on va être plutôt sur du crédit encore et du crédit sans risque. Et puis même chose, qualité et diversification, y compris même encore avoir de secteurs de la technologie. Par contre, ce que l'on a fait, on avait réduit aussi en début d'année un petit peu les allocations. Et là, on travaille sur une poche, par exemple, d'un portefeuille diversifié avec 50% d'actions, ce qu'on peut avoir encore, on va travailler avec des protections qui peuvent aller jusqu'à 20% de cette poche-là. D'accord. Et là, ça veut dire, alors on est très sportif, on est très agile, et on joue avec ces protections. On enlève au fur et à mesure de façon à ne pas enlever le cœur en fait, de nos allocations qui sont là, un peu plus stratégiques. Donc il y a à la fois la vision très stratégique de dire, ces sociétés-là, on y croit et on va les garder, et puis le côté hyper tactique qui va être de dire, en fait, en fonction des nouvelles, eh bien, on va voir
quel est le positionnement et la réaction des marchés qu'il faut avoir et couvrir ou enlever la couverture. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Léa Dunant-Châtelet, directrice de l'investissement responsable de DNCA, Arnaud Morel, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management et Patrice Gautry, chef économiste de l'Union bancaire privée.